Merci infiniment. Bienvenue tout le monde. Content d'être avec vous encore une fois. On va discuter aujourd'hui de lien entre deux crises et entre deux instances décisionnelles ou de concertation qui sont la COP climat et la COP biodiversité. Comme vous le savez, sont toutes les deux nées de cet fameux sommet qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992, les premiers sommets de la Terre. Il y a deux cadres qui ont évolué depuis. Et aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, ou exactement 30 ans plus tard, on se pose la question avec la, la, la situation qui s'aggrave sans cesse, à savoir si le décris pourrait être abordé d'une façon plus coordonnée ou directement ensemble. Et en fait, l'année dernière, le 15 juin 2021, pour la première fois, les IPBES et les GIEC ont produit un rapport conjoint assez exhaustif dans lequel ils faisaient les liens entre les deux crises et ils donnaient des arguments en faveur d'un traitement conjoint de la situation. Cela n'est pas sans répercussion pour le Québec, qui a aussi un plan de lutte au changement climatique et un plan de protection de la biodiversité et de conservation, et qui pour l'instant ne sont pas complètement connectés l'un à l'autre. On va revenir sur cette question-là plus tard. Donc, il y a des pistes de réflexion, il y a peut-être des pistes de solutions. Donc, pour discuter avec nous du lien entre les deux COP qui cette année sont comme successives, on va discuter avec Dominique Gravel, qui est biologiste, professeur à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative, avec Andrew Gonzalez, qui est professeur à l'Université McGill, biologiste aussi, et directeur du Centre de la science et de la biodiversité du Québec, et Anceline Gouillon, qui est chargée de projet expert climat chez Nature Québec. Donc, bienvenue aux panélistes. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je vais aller directement à la première question. On a amplement de temps aujourd'hui pour discuter, donc on peut se donner la liberté d'intervenir les uns sur l'autre à l'intérieur de temps qui sont indiqués. C'est peut-être à notre avantage. Donc, je vais lancer la première question qui va aller d'abord à Dominique et ensuite à Andrew. Vous savez à peu près 10 minutes chacun pour répondre. Et la première question est justement pourquoi on dit que les enjeux de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité sont si intrinsèquement liés dans les deux directions. Donc, Dominique, je te passe la parole. Oui, merci Thiago. Merci à tout le monde pour être là ce matin pour parler de biodiversité. Je dirais enfin, dans un contexte climatique, c'est vraiment important d'avoir cette conversation-là aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu plus tard sur pourquoi je suis si motivé et si engagé à maintenir constamment ce dialogue-là. Mais pour amorcer la discussion aujourd'hui, je vais commencer avec une image, parce qu'une image vaut 1000 mots. Si je peux partager l'écran, j'espère que j'ai les autorisations. Oui, OK. Alors, si vous voyez bien mon écran ici, vous avez une carte du Québec. Ça, c'est une carte qu'on est en train de déployer, de développer avec une interface qu'on appelle Atlas. Ça va être bientôt lancé publiquement. Ça va se faire durant la prochaine COP. C'est fait par une organisation scientifique qui s'appelle Biodiversité Québec, qui est destinée à organiser et à diffuser de l'information sur la biodiversité. Et la raison pour laquelle je vous présente cette carte-là, c'est que pour moi, elle signifie bien les choses, puis elle permet de bien illustrer la relation entre le climat et la biodiversité et bien le camper pour le Québec de surcroît. J'aurais pu vraiment prendre une carte à l'échelle du globe, mais je trouve que l'exemple qu'on a ici avec le Québec est particulièrement parlant. Il y a beaucoup de choses qui sont apparentes à cette carte-là. Alors, juste pour vous donner un peu de background, les données derrière ça, ce sont des données d'observation de la biodiversité qui sont récoltées de toutes sortes de nature qu'on a agrégées. Là-dedans, il y a des relevés scientifiques, il y a des observations citoyennes, il y a des observations par des gouvernements, il y a des observations aussi qui sont faites par différentes organisations qui sont présentes sur le terrain, notamment dans le cadre de réalisation d'études d'impact et ainsi de suite.
Et là, le code de couleur que vous avez représenté ici, c'est la richesse en espèces, la diversité des espèces qui ont été documentées, là, tout groupe confondu. Là, on parle de plantes, de vertébrés, d'invertébrés et ainsi de suite. Là. Ce sont primordialement des plantes, des arbres et puis des oiseaux, mais on trouve un petit peu de tout là-dessus. Et ce qui est frappant avec le Québec, c'est que la richesse, plus les couleurs sont foncées, là, plus la richesse documentée elle est élevée. J'aurais pu représenter aussi un code de couleur qui est la richesse estimée là, pour ces différents pixels-là, parce qu'il y a un effet d'effort d'observation qui n'est pas distribué uniformément sur ce paysage-là. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a un gradient climatique énorme pour le Québec. Alors, la grande diversité, la grande richesse en espèces se trouve vers le sud, et puis plus on progresse vers le nord, bien, il y a une modification progressive de nos écosystèmes, mais il y a aussi une diversité qui est un petit peu plus faible. Alors ça, c'est un gradient qui est causé par essentiellement le climat qui vient conditionner quels sont les écosystèmes les plus importants, les plus dominants. Et puis, ensuite de ça, quelles sont les espèces qui y sont associées. Alors, on le sait très bien, là, ça part d'une forêt feuillue dans le sud, puis ça monte vers la forêt boréale, puis éventuellement la toundra. Puis avec ça, se succèdent toutes sortes d'organismes qui y sont associés. Mais il n'y a pas juste ce gradient-là, il y a un gradient aussi, en plus du gradient climatique, qui va s'appeler à changer, et puis il va changer d'autant plus rapidement vers le nord. Il y a aussi un gradient d'impact anthropique. Alors, c'est aussi dans le sud où on retrouve la plus grande diversité d'espèces, qu'on retrouve les plus grandes activités puis les plus grands stresseurs par l'homme. Et les grands stresseurs qu'on trouve partout à travers le monde, bien là, ils sont présents dans le sud du Québec, puis plus on monte vers le nord, plus ils sont faibles. Là. On reconnaît habituellement qu'il y a 5 grands facteurs de changement de la biodiversité. Là. Il y a la perte d'habitat, que ce soit par la conversion à l'agriculture ou par l'expansion urbaine ou la construction de routes. Il y a de la perte nette d'habitat. Dans le sud du Québec, c'est important parce qu'il y a eu le développement urbain et le développement agricole qui a affecté énormément nos écosystèmes. Maintenant, la progression est moins rapide qu'ailleurs dans le monde, mais quand même, on a eu cet impact-là. Il y a des espèces invasives, on n'a qu'à prendre la route pour l'observer le long des routes, à quel point il y en a. Il y a de la récolte directe, qu'on parle de foresterie, de chasse, de pêche. Il y a de la pollution dans le sud en particulier avec les activités du secteur agricole, l'utilisation de pesticides et ainsi de suite. Mais il y a aussi la pollution plus diffuse là, avec les contaminants atmosphériques qui se déplacent, là, qui viennent en provenance des États-Unis. Puis finalement, l'autre grande cause de changement de biodiversité, ce sont les changements climatiques. Alors, le Québec est dans une situation assez particulière où les changements climatiques risquent d'amener des espèces vers chez nous. Alors, on a ce grand gradient climatique-là où on va avoir progressivement une migration. Si on descend plus au sud, il y a encore plus d'espèces. Alors, globalement, le Québec va se trouver à accueillir de nouvelles espèces plus qu'il va en perdre. C'est un peu un paradoxe, mais ce qui est surtout à noter, c'est que nos écosystèmes sont appelés à changer. Le passer d'une forêt boréale à une forêt tempérée, c'est immense comme changement parce que ce sont deux écosystèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est des dynamiques associées aux perturbations naturelles, aux incendies forestiers, et ainsi de suite, qui sont totalement différents. Ce paysage-là a déjà été affecté par des changements climatiques par le passé. Là. Le dernier remonte à pas si longtemps. Il faut se rappeler qu'il y a 15 000 ans, il y avait de la glace sur l'ensemble de cette carte-là. Et puis, la glace s'est retirée et puis progressivement, les arbres et puis toutes les espèces associées se sont retrouvées à remigrer puis à reprendre leur place. Alors, la nature, elle a une certaine résilience, elle est capable de réagir à des changements climatiques. Mais là, on parle de changement, le dernier qui est survenu, qui était quand même beaucoup plus lent que celui qui est en cours de réalisation en ce moment. Là. On parle de 100-150 ans à l'horizon de temps sur lequel il va se réaliser. Et ça, ben, ça amène un stress immense pour la biodiversité, là, qui doit soit se déplacer, de vivre, de tolérer les nouvelles conditions ou bien d'évoluer pour être en mesure d'endurer les nouvelles conditions. Ça, c'est un problème qui est particulièrement patent pour les espèces qui sont plus mobiles, là, notamment les plantes, puis en particulier les arbres là, qui ne se déplacent pas tellement rapidement.
Et là, ce qui est surtout important, puis dans ce contexte-là qu'on a ici au Québec, mais ce contexte-là, je l'utilise comme un exemple pour illustrer un problème qui est plus large, là, c'est qu'il y a des interactions entre ces facteurs de changement-là. Alors, je parlais tout à l'heure de 5 facteurs qui affectent la biodiversité. Ben, c'est pas juste des stresseurs qui surviennent de façon isolée. Ce sont aussi des stresseurs qui peuvent interagir l'un avec l'autre, puis avoir des effets combinés qui sont disons, synergiques ou sont plus forts que juste la somme des deux stresseurs. C'est un problème qui est particulier pour le Sud, là, où il y a eu déjà pas mal de stress là, par le passé. Un exemple que nous, on a étudié, qui est assez parlant, c'est celui de la grive de Bicknell, qui est un oiseau qui est menacé. En particulier dans le sud du Québec, on retrouve cette espèce-là d'oiseau sur les sommets de montagne, là, en particulier en Estrie puis dans les Appalaches. Et puis, on imagine bien qu'avec le réchauffement, ben, ces sommets de montagne-là, c'est comme un bloc de glace résiduel. Il va se trouver à fondre progressivement avec la conversion de ces habitats-là. Puis là, ben, l'habitat de la grive va être de plus en plus petit. Et ça, ce que ça va amener, c'est une fragmentation du paysage. Alors, il va y avoir de moins en moins de massifs montagneux où on est capable d'observer la grive. Et s'il n'y a pas suffisamment de corridors de migration parce qu'il y a des problèmes de fragmentation entre ces massifs-là, ben, éventuellement, ça va précipiter le départ de cette espèce-là. Alors, l'effet des changements climatiques peut être accéléré par d'autres problèmes qui surviennent dans le paysage. Et là, si on revient à la notion de bidirectionnalité, puis je vais aller passer très rapidement là-dessus pour éventuellement donner la parole à Andrew qui pourra en parler davantage. La biodiversité a aussi un rôle clé dans la régulation de bien des processus écosystémiques sur l'ensemble du globe, en particulier sur la régulation du carbone. On a tendance à l'oublier, mais les hydrocarbures qu'on brûle et qui sont à l'origine des gaz à effet de serre, ben, il y a très longtemps, ces hydrocarbures-là étaient de la biomasse végétale principalement qui s'est transformée par des longs processus géologiques. Et puis aujourd'hui, ils sont retournés à l'atmosphère. Alors, la biodiversité a un rôle clé, on le sait très bien, dans la séquestration du carbone. Et puis, elle peut être utilisée comme outil pour aider à s'adapter puis à prévenir, ou du moins à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Heureusement, là-dedans, il y a des solutions gagnantes étant donné cette bidirectionnalité-là. On sait que limiter la destruction des habitats, par exemple, ça a des effets positifs autant pour nos bilans de carbone que pour la biodiversité. De participer à de la restauration d'écosystèmes, à du reboisement, par exemple, ça peut aussi avoir plusieurs effets gagnants-gagnants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle, entre autres, d'essayer de favoriser la biodiversité dans nos aménagements. Un exemple sur lequel je suis particulièrement impliqué, c'est celui de la foresterie, où on essaie de basculer d'un modèle où on était axé sur les monocultures pendant de très nombreuses années, où on essaie de ramener de la diversité dans nos aménagements forestiers, ce qui aurait un effet positif sur la productivité de ces écosystèmes-là, mais aussi sur les services qu'ils donnent, notamment la séquestration de carbone, puis éventuellement d'offrir des habitats plus diversifiés pour d'autres espèces. Là-dessus, je vais vous redonner la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais laisser Oui, merci Dominique. compléter. J'avais une question très pratico-pratique. Quelqu'un dans le chat nous disait, c'est quoi les points blancs? Est-ce que c'est l'absence de données? Oui, exactement. Je ne voulais pas trop mettre l'emphase là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la conversation aujourd'hui, mais effectivement, un des problèmes qu'on a à faire face aujourd'hui, quand on essaie de mieux comprendre la réponse de la biodiversité au changement climatique, c'est un peu ce paradoxe-là où l'endroit où la biodiversité est la plus vulnérable parce que le changement est le plus rapide, c'est en nord, et c'est paradoxalement l'endroit aussi où on a le moins de connaissances sur cette biodiversité-là. Merci infiniment. Question répondue. Très rapidement, avant de passer à Andrus. En rafale, j'ai pris des notes des phrases clés que tu as dit. Passer d'une forêt boréale à une forêt tempérée, c'est majeur. Je vais planter dans l'imaginaire des gens qui sont aujourd'hui avec nous les implications culturelles d'un changement de paysage aussi drastique. Merci. Et ensuite, je salue l'implication citoyenne. On se trouve souvent à écouter, à protester, à critiquer, etc. Mais dans le réseau Biodiversité Québec, tu as donné une opportunité très originale pour les citoyens de participer à la surveillance de la biodiversité au Québec à travers le réseau des sciences citoyennes pour l'observation.
des espèces. Oui, Merci. tout à fait. Et on essaie de revenir vers le citoyen aussi en offrant des moyens d'accéder à cette information-là. Ça passe par un accès direct aux données, là, mais aussi par des outils de communication, là, plus de vulgarisation, où on essaie de sensibiliser, d'offrir, de mettre du contexte sur ces outils-là pour être en mesure de les interpréter, puis après ça, de les utiliser. Merci beaucoup, c'est salutaire. Andrew, on a entendu en détail de la part de Dominique les effets des changements climatiques sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut voir un peu le revers de la médaille et les effets de la biodiversité ou de la perte de biodiversité sur les changements climatiques? Absolument, Diego. Merci beaucoup. Moi, je vais repartager mon écran. Très contente avec vous ce matin. Effectivement, Dominique vient de vous parler des effets de changement climatique sur la biodiversité principalement. J'étais chargé de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous parler de comment la perte de la biodiversité peut influencer les changements climatiques. Alors, Dominique a commencé avec une image, je vais commencer avec une vidéo. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est notre biosphère. Vous voyez les rythmes de notre biosphère. Chaque seconde qui passe, on voit la productivité de nos forêts, de nos océans en train d'osciller dans le temps. Vous voyez l'avancement de la productivité primaire, la productivité de nos phytoplanctons dans les océans, nos forêts. Surtout, on voit sur l'hémisphère nord ici. Donc, on sait très bien que sur cette planète unique, il y a à peu près 8 millions d'espèces. Et c'est ces 8 millions d'espèces qui travaillent ensemble en quelque sorte pour permettre des conditions de vie pour nous, Homo sapiens, mais aussi pour l'ensemble de ces 8 millions d'espèces. Nous, on est en train de mettre en péril les qualités de vie, l'existence de vie pour l'ensemble de ces espèces sur cette planète. Que ce soit des phytoplanctons, des diatomées qui amènent le carbone au fond marin, ou les arbres qui stockent du carbone et qui représentent des vrais puits de carbone, on sait que les changements de la biodiversité affectent les systèmes climatiques directement, notamment par les impacts sur les cycles de l'azote, du carbone et de l'eau. On parle beaucoup du carbone, c'est très important comme gaz à effet de serre, mais aussi les écosystèmes jouent un rôle important dans le cycle d'eau, la création de nuages, la transpiration des forêts, tout ça a un impact très important sur le climat à l'échelle locale, régionale et globale. Et il faut comprendre que ces boucles rétroactives, ces interactions sont générées par le climat et la biodiversité, influencent directement et indirectement la société. Et on est en train de découvrir aujourd'hui que ces liens, ces boucles rétroactives causales sont compliquées, difficiles à prédire et prévenir. Et ça fait qu'on met à risque notre société si on joue avec ces boucles rétroactives complexes. On peut résumer tout ça, si vous voulez, dans une espèce de feedback, une boucle rétroactive indésirable, où on sait que, d'après les paroles de Dominique tantôt, que les changements climatiques influencent la biodiversité à travers les changements de l'aire de répartition des espèces, l'impact sur leur physiologie, sur la richesse de ces espèces-là et le fonctionnement des écosystèmes. Mais on est concerné par le retour, comment la perte de la biodiversité influence le puits de carbone, le cycle d'eau, le stockage, la fixation d'azote, toutes ces dimensions-là ont un rôle dans le temps. C'est-à-dire, ce qui nous inquiète, c'est le fait que les augmentations, les impacts de changement climatique vont accélérer la perte de la biodiversité sur les 100 ans à venir. Les détails de comment et quand dépendent énormément de toute une panoplie de liens directs et indirects entre le changement climatique, les impacts directs de l'humanité sur la biodiversité, que ce soit terrestre ou marin. Vous voyez qu'il y a des interactions parfois compliquées, mais ce qui est à retenir sur cette figure, car je n'ai pas le temps vraiment d'entrer dans tous les détails de cette figure, mais ce que je vous laisse, c'est un message que vous voyez qu'il y a des liens directs entre
le système climatique et comment c'est traduit par la diversité à la fois marin et terrestre sur l'état de nos océans et sur l'état de notre climat. Et on est en train de découvrir ce qu'on est en train de faire, les perturbations qu'on est en train de faire à travers l'état de nos écosystèmes et surtout la diversité biologique de ces écosystèmes-là. Et on sait qu'on va voir évoluer sur des laps de temps de décennies ces interactions-là. Et ce qui me fait peur, c'est que certaines de ces boucles-là vont dépasser des points de basculement. C'est-à-dire qu'on va voir des effets irréversibles de point de vue humain à travers ces interactions-là. Donc, c'est déprimant. Si on se maintient, si on reste dessus, c'est sûr que c'est difficile de s'en sortir de cette crise. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vous concentrer ou noter qu'il y a une opportunité de passer une boucle rétroactive indésirable à une boucle rétroactive désirable. C'est-à-dire d'avoir un effet positif, de ralentir le chauffement climatique. C'est d'avoir un effet positif sur la biodiversité, et cet effet positif sur la biodiversité va freiner la perte de cette biodiversité. Et en freinant la perte de la biodiversité, on va freiner l'échauffement climatique. C'est-à-dire qu'on cherche à stabiliser le climat en passant par les écosystèmes et la richesse de ces écosystèmes-là pour capturer le carbone. En faisant ça, on va freiner la perte de la biodiversité qui est liée au changement climatique. Donc, c'est de vraiment travailler dans les deux directions. Cette relation bidirectionnelle est essentielle si on veut atteindre les cibles et objectifs de biodiversité, mais aussi ceux pour le climat. Vous avez sans doute entendu parler des solutions fondées sur la nature. Voici un résultat qui est très, très important. On sait, d'après les derniers calculs, que la nature peut fournir 38% de la mitigation climatique nécessaire d'ici à 2030 pour stabiliser le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, vous voyez ici à l'écran un graphique qui est assez parlant. Vous voyez ici 2000 jusqu'à 2050. Vous voyez les émissions historiques ici en pitogrammes de carbone dioxyde par an. Ça, c'est business as usual. On a besoin de faire ça, un demi-tour assez rapide sur les 30 ans, 20 ans à venir. Vous voyez en vert ce qui peut être la contribution de la nature et la richesse de ces écosystèmes-là au puits de carbone et notre capacité de mitiger et inverser les tendances de nos climats. Donc maintenant, on se rend compte qu'il y a réellement un travail faire conjointement entre les deux COP en ce moment sur comment la nature peut être mise en action pour les deux accords. Ici au Canada, on fait les mêmes calculs. Un article publié récemment en 2021 en Science Advances a fait le même genre de calcul maintenant à l'échelle canadienne. Et ils ont trouvé que le potentiel annuel des solutions climatiques naturelles en 2030 sont de 11% de nos émissions annuelles de carbone. Ça passe à travers 3 stratégies: la protection, la gestion et la restauration de nos écosystèmes. Ces 3 dimensions n'ont pas le même poids, entre guillemets, en termes de capacité d'influencer la situation. À peu près 38% pourraient passer par la protection de nos forêts, nos milieux humides et nos prairies, bien sûr, de différentes sortes de carbone stockés hors terre, sous terre. Il y a un énorme rôle au Canada pour mieux gérer nos écosystèmes, surtout nos agroécosystèmes et nos forêts, nos cultures, nos élevages ont un rôle important, jusqu'à 60% de cette totale, et un 5% où on pourrait aller chercher un stockage de carbone et une réduction de nos émissions en restaurant les écosystèmes déjà bien dégradés. Donc, en total, on parle de 78 mégatonnes de CO2 annuellement ici 2030. Donc, on voit que la nature a un rôle très important à faire dans la mitigation du changement climatique. Récemment,
nous avons publié un résultat qui montre que, en fait, plus les forêts sont diversifiées, plus ils stockent du carbone. On sait depuis maintenant à peu près 30 ans qu'il y a maintenant une relation entre le nombre d'espèces dans une forêt et la productivité de ces forêts, c'est-à-dire la capacité de cette biomasse d'accumuler et de stocker du carbone. Donc maintenant, on parle d'une conservation-restauration de forêts diversifiées, d'arrêter de parler de monoculture, d'aller vers une restauration des forêts riches, matures, âgées et de protéger les puits de carbone que nous avons déjà aujourd'hui. En anglais ici, on parle de for each additional tree species, the total carbon stocked increased by 6%. Donc, on parle maintenant en unité de contribution des espèces par rapport au stockage du carbone et du coup, l'influence sur le climat. Maintenant, on crée des cartes comme ça qui nous montrent de façon visuelle les variations dans l'espace et dans le temps, la contribution de la biodiversité dans la productivité de ces écosystèmes forestiers-là. Donc, une petite citation de cet article-là où on dit les effets de la biodiversité sur le changement climatique, c'est-à-dire les avantages écologiques et économiques marginaux d'un plus grand nombre d'espèces au sein de nos écosystèmes vont s'accumuler à l'échelle mondiale, mais ils s'accumulent à l'échelle nationale, régionale et locale aussi. Donc, c'est un fait très important à comprendre que la diversité en soi joue un rôle clé dans cette mitigation des impacts de stockage de carbone et mitigation des impacts de climat. Donc, ce qu'on fait actuellement dans mon équipe et d'autres ailleurs au monde, c'est de faire un lien à la modélisation des projections de comment le changement de biodiversité va influencer nos capacités de stocker les gaz à effet de serre. Et de comprendre comment, ici, 50 ans, ces relations vont varier dans le temps et dans l'espace et à travers différentes régions de la planète. Donc, je vais terminer avec ça finalement, de retourner à l'image de notre biosphère. Pour moi, ignorer le caractère indissociable du climat et la biodiversité et la qualité de vie des humains ne fera que exacerber nos deux crises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrew. C'est très clair qu'on est sur plusieurs points de bascule. Puis on voyait dans la dernière image, et d'ailleurs, il y a une personne qui pose une question liée à ça dans le chat. Il y a des forêts qui peuvent devenir des net emitters. On le voyait dans le cas que tu venais de montrer. Revenons à la réalité. Il y a des milliers de personnes à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Il va y avoir des milliers de personnes à Montréal dans 2 semaines. De quoi on doit accoucher dans ces négociations-là pour briser les cercles vicieux que vous venez tous les deux de décrire et nous rediriger vers un cercle vertueux. Donc, c'est quoi les engagements qu'on devrait exiger ou qu'on peut espérer de la part du gouvernement du Québec et du Canada pour commencer? Mais si vous voulez aller plus loin dans votre projection, allez-y. Anceline, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci énormément pour l'invitation, pour ce dialogue plus que nécessaire et important. D'enfin, justement, lier les crises ensemble, comme le disait Dominique en introduction également. Alors moi, je vais vous parler dans un premier temps, effectivement, de la COP27. Comme tu le disais, Diego, il y a pas mal de monde réuni là-bas en ce moment même. Et aujourd'hui, c'est le Biodiversity Day. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle particulièrement aujourd'hui, parce que c'est l'occasion, justement, dans cette COP-là, de particulièrement parler de la nature dans la question des changements climatiques. Alors, la COP27, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette année? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une COP de la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est une COP technique, donc c'est une COP où tout le monde est réuni pour concrètement se poser la question, bon, c'est bien beau, on a fait plein d'annonces dans les dernières années, on a signé l'accord de Paris, maintenant on est confronté au choc de la réalité, c'est-à-dire de quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour réellement lutter contre les changements climatiques et agir à la fois sur le front de l'atténuation, donc comment on fait pour réduire nos émissions,
Mais malheureusement, comme on n'a pas agi assez vite, on est aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et on va même encore plus loin cette année, c'est-à-dire que quand on parle beaucoup, vous l'avez certainement vu dans les médias, parler énormément de la question des pertes et préjudices que certains pays vivent déjà à l'heure actuelle. On a pu le voir malheureusement cette année, les inondations catastrophiques qui ont eu lieu au Pakistan, qui ont coûté près de 30 milliards de dollars au pays. Et donc, on est dans une COP aussi où on sent, en tout cas, ceux qui sont là-bas en ce moment nous rapportent quotidiennement l'ambiance très lourde, une COP, j'ai envie de dire presque de la colère là, des pays du Sud envers les pays riches, disant vous êtes responsable de la crise climatique, vous n'agissez pas assez vite et voilà, maintenant, c'est nous qui en subissons les conséquences et vous ne faites rien pour nous aider, ou très peu. Donc, c'est vraiment la COP, j'ai envie de dire, du choc des réalités à quelque part. Et du coup, aussi parce que c'est une COP africaine qui se déroule en Égypte, c'est la COP de la justice climatique. Donc, c'est la COP où les pays du Sud global insistent énormément pour justement accélérer notamment les transferts de fonds pour le fameux 100 milliards de dollars que les pays s'étaient engagés à donner pour justement aider les pays du Sud à lutter contre les changements climatiques. Sachez que sur ces 100 milliards de dollars, 7 ans après l'accord de Paris, on en est à peine à 83 milliards et que ces 83 milliards sont surtout sous forme de prêts, ce qui est aussi problématique parce qu'on vient accélérer la dette des pays pauvres. C'est accentuer la dette des pays pauvres. Donc ça aussi, c'est pas juste de donner de l'argent, c'est sous quelle forme on le donne? Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que il y a aussi, évidemment, ces questions financières-là extrêmement complexes. Et justement, on est aussi dans une COP où justement ces pays-là nous disent on a au-delà du fonds d'atténuation, on a besoin de créer de nouveaux fonds et notamment le fonds justement pour les pertes et préjudices. Et c'est là que les Athéniens, comme on dit, on a beaucoup de difficultés là, à s'entendre autour de ces enjeux-là, avec justement les pays riches retardent énormément les discussions, veulent pas prendre leurs responsabilités, en fait, et les pays du Sud disent on a besoin d'un mécanisme très rapidement, on veut en discuter dès cette COP-ci. Les pays riches nous disent non, il faut le temps de mettre en place des mécanismes, de voir avec quel argent on va payer ça, et donc veulent reporter la discussion à 2023, voire même 2024 pour la mise en œuvre d'un mécanisme. Donc, vous voyez qu'en termes d'échelle de temps, on est encore vraiment dans des négociations sans fin, et particulièrement en plus dans cette COP-ci où la présidence égyptienne a vraiment du mal à faire avancer les négociations. Et du coup, on est là à 3 jours, je pense, à 3 jours de la fin de la COP. On a à peine un cover decision sous forme de bullet points. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Pour venir un peu sur les engagements du Canada et du Québec qui sont attendus à cette COP-ci, au niveau du Canada, écoutez, le Canada se présente à la COP27 quasiment les mains vides. On a assisté présentement à des bébés annonces, plutôt de la continuité d'annonces qui a été faite à la COP26 à Glasgow l'année dernière. Pas de rehaussement de l'ambition climatique. On est encore extrêmement loin justement de la juste part que le Canada devrait assumer dans cette lutte au changement climatique. Ce qui est ressorti beaucoup aussi, c'est la composition même de la délégation canadienne qui a inclus à l'intérieur de sa délégation les pétrolières et gazières, Enbridge, Exxon, Shell, Namit. Donc, c'est très, très problématique. Et en même temps, sincèrement, j'aimerais pas non plus être à la place d'un Stephen Guilbeault à l'heure actuelle avec une délégation albertaine qui est arrivée il y a 2 jours
qui a voulu être externe à la délégation canadienne et qui arrive en disant il est hors de question que le Canada négocie la sortie des énergies fossiles. Donc, vous voyez la situation là, dans laquelle est présentement le gouvernement fédéral, où il a un certain discours, même si ça ne va pas assez loin, évidemment, mais en plus, une province qui arrive et qui met les pieds dans le plat et qui dit hors de question que vous négociez ça à notre place. Donc, pas facile, évidemment, et là-dedans, énormément d'annonces de greenwashing, pas mal, avec un travail, des annonces qui sont faites beaucoup autour de la réduction des émissions du secteur, mais on est loin d'une conversation sur la sortie des énergies fossiles. Et évidemment, on nous parle énormément de technologies de captation du carbone, etc., ce qui d'ailleurs n'est pas sans impact aussi justement sur les territoires et la biodiversité. Ceci dit, le Canada qui continue quand même à se faire porteur de la défense du 1,5 degrés Celsius, qu'il faut qu'il reste dans le texte final, ce qui avait été obtenu de peine et de misère dans le pacte de Glasgow. Et surtout, il a réaffirmé également ses ambitions à travailler sur les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, ce qui est quand même une bonne chose et intéressant. Il faut dire aussi que la technologie a évolué beaucoup ces 2 dernières années et on a maintenant des données satellitaires qui nous montrent concrètement où elles sont, ces émissions de méthane-là. Donc, c'est rendu, entre guillemets, plus facile et en même temps plus difficile à ignorer où sont ces émissions-là. Donc, on est là. Au niveau du Québec, on a eu une délégation, en fait, en premier, c'est notre super ministre de l'économie qui est arrivé, Fitzgibbon, une délégation d'affaires, beaucoup, d'Investissement Québec. La société civile a obtenu des rencontres, mais de peine et de misère avec lui. C'était beaucoup plus facile, par contre, avec le ministre de l'Environnement, M. Charette. Mais pareil, le Québec se présente toujours sans rehaussement de cible. Lui, il est carrément resté sur sa cible de l'accord de Paris de 37,5 degrés Celsius. Et donc, encore aussi très loin de sa juste part. Et pour le moment, le gouvernement Legault ne veut rien savoir de rehausser cette cible-là. Par contre, ils en ont aussi profité pour annoncer 46,4 millions pour une stratégie de mobilisation de l'action climatique au Québec. Donc ça, c'est intéressant. Ils reportent des programmes, mais aussi ils vont essayer de mobiliser plus la population québécoise autour de l'action climatique. Et ce ne sera pas un mal, évidemment. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés à apporter du financement si un fonds était créé pour les pertes et préjudices. Donc ça, c'est intéressant, mais hier, le ministre disait on va attendre que le fonds soit créé, peut-être qu'il y aurait des moyens que le Québec participe plus rapidement. Donc ça, c'est des choses à voir, mais on est là. Mais le Québec, historiquement, et c'est quand même quelque chose de positif à souligner, se fait le soutien quand même des pays du Sud global dans ce type de conversation-là. Ils ont ajouté un 10 millions aussi pour le fonds de l'adaptation et ils participent à hauteur de 6,6 millions à un programme avec la FAO pour l'adaptation du secteur agricole en Côte d'Ivoire, Haïti et Sénégal. Donc, c'est à peu près ça que le Canada et le Québec sont allés faire à la COP27. Est-ce que j'ai encore un peu de temps devant moi? Non, en fait, parce qu'on est en train de gruger un peu dans les temps. Je veux qu'Andrew parle un peu de ce qu'on attend de la COP 15, c'est en fait Dominique, ce qu'on attend de la COP 15, mais aussi je voulais respecter les temps des questions à la fin. Peut-être qu'on peut revenir sur les éléments qui manquent dans les questions. Je suis sûr qu'on aura l'opportunité. Et je vois déjà des questions qui popent dans les chats. Ouais. Mais Céline, tu as dit clairement que l'argent est les nerfs de la guerre ici, dans les négociations climatiques. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord aussi par rapport aux cibles, l'accord de Paris, c'est ce que le GIEC a mis à jour ensuite. Dans les fronts de la biodiversité, il semble avoir un peu plus de consensus sur la cible 30, c'est ce qu'on appelle 2030 ou 30-30. Mais la question de l'argent aussi est source de discorde. Donc, je me tourne vers Dominique pour savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ce processus qui a fini à Montréal, mais rappelons-le, il a été commencé en Chine. Donc, on est à la deuxième partie de la COP qui doit accoucher d'un nouveau cadre mondial. Dominique? Merci, Diego.
Pour ce qui est des négociations sur la biodiversité, on n'est pas du tout au même endroit. Le processus de négociation dans les COP sur le climat est quand même rodé, fait partie d'une certaine tradition et puis est couvert à travers le monde. À nouveau, parce qu'une image vaut 1000 mots, je vais vous partager mon écran. Je vais me restreindre à une seule image qui va juste être utilisée comme base pour illustrer où on est là, en matière de biodiversité comparativement aux enjeux climatiques, là. Ça, c'est une analyse qui a été faite en 2018. Alors, c'est un petit peu daté. On est en train de la refaire en ce moment, mais les chiffres n'ont pas vraiment changé. On a documenté dans les journaux majeurs au Canada, aux États-Unis et puis aux Nations Unies, ouais, aux Nations Unies, en Angleterre, l'utilisation de mots-clés dans des articles de médias grand public, les mots-clés biodiversité et changement climatique. Au travers du temps, là, depuis que ces deux mots-clés-là sont présents et utilisés là, dans les années 90. Alors, vous avez les séries temporelles ici qui représentent en brun l'utilisation du mot-clé biodiversité. C'est une figure que j'utilise souvent pour comparer les deux crises parce qu'elle montre tellement bien à quel point on a affaire à deux univers qui sont différents. La connaissance scientifique, elle a progressé à rythme égal au fil du temps, là. Dans une société qui serait fonctionnelle, on pourrait imaginer que la connaissance scientifique est produite, puis éventuellement, elle est prise en charge par le grand public, par la société, par les décideurs, et puis ça progresse de façon égale. Et puis, ce n'est pas du tout le cas, là. Vous le voyez bien à cette figure-là. Il y a eu vraiment une augmentation de la couverture médiatique et des enjeux climatiques, alors que celui de la biodiversité, c'est resté à peu près constant là, depuis le début des années 90. Un autre élément qui est majeur là, que vous pouvez identifier sur cette figure-là, là, il y a des points qui soulignent certaines COP qui ont eu lieu par le passé, là. Puis on le voit avec les COP sur le climat, là, c'est très couvert. Le mot changement climatique apparaît dans les médias au moment où les COP se réalisent, alors qu'il n'y a à peu près pas de fluctuation correspondante pour les COP sur la biodiversité. Il va de soi que le domaine de la biodiversité est couvert et organisé de façon plus récemment. On n'est pas rendu au même nombre de conférences, là. Ça va de soi, puis c'est en cours de construction. Peut-être que dans les dernières années, ça a changé un petit peu, mais il en demeure pas moins qu'il y a une disparité énorme entre les deux crises. Et pour moi, un premier front, là, parce que c'était la question de base, là, quels sont les grands fronts des négociations cette année? Mais concrètement, au Québec, au Canada, on a l'avantage de l'avoir ici sur notre sol. Et puis, un des premiers fronts, c'est juste d'en parler. C'est un peu malheureux d'être devant ce constat-là, là. Il y a des négociations qui sont super importantes. Je vais y revenir, puis on va en reparler un petit peu plus par après, là. Mais à la base, il faut que la société se saisisse de ces enjeux-là. Parce que s'il n'y a pas une pression populaire, que ce soit lors d'élections ou par différentes manœuvres de consultation à gauche et à droite, s'il n'y a pas de saisie de ces enjeux-là par la société, ben, il n'y aura pas de progrès qui vont être faits. Parce que ça prend souvent un certain courage politique pour s'y engager. Et s'il n'y a pas nécessairement l'appui du public, ben, on ne parviendra pas à y arriver. Alors, plus concrètement, si je reviens à la question de base, qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine COP? Ben, il faut faire juste un tout petit peu d'histoire pour comprendre où on en est. Je parlais du peu d'engouement qu'il y a eu par le passé. Ben, ce peu d'engouement-là dans les médias s'est aussi manifesté dans le peu de progrès qu'il y a eu en matière de biodiversité à l'échelle globale. Il y a eu un moment important, une COP importante là, qui s'est réalisée en 2010 au Japon, où on a développé une série d'objectifs qui devaient dicter un agenda pour l'horizon 2010-2020. On y réfère comme les objectifs d'Aichi. La vision générale de ces objectifs, c'était de valoriser la diversité biologique, de la conserver, de la restaurer, et puis d'assurer les services qui sont maintenus par les écosystèmes. Il y avait une vingtaine d'objectifs qui se regroupaient là, autour de 5 thèmes, là. Le premier, c'était de s'attaquer aux causes sous-jacentes
de la perte de biodiversité. J'y faisais référence tout à l'heure. Ensuite, réduire les pressions directes et encourager l'utilisation durable de la biodiversité. Il y avait une série d'objectifs qui portaient sur l'amélioration de l'état de la biodiversité. Alors, on parle pas juste de freiner le déclin, mais possiblement de le restaurer. Progressivement, on en a amené une vision qui est un peu plus proactive là, avec les 2 derniers objectifs où on souhaitait accroître les avantages pour tous de la biodiversité et finalement renforcer la mise en œuvre de tout le protocole grâce à la participation de l'ensemble de la société, l'amélioration des connaissances puis des capacités d'action. C'est connu, c'est déclaré, c'est ouvert, c'est sur la table. Il n'y a à peu près aucun de ces objectifs-là ou ces grands thèmes-là qui ont été rencontrés, malheureusement. Il y en a un seul qui a été chiffré vraiment concrètement, sur lequel il y a eu une mesure qui a été prise, puis on peut dire si oui ou non on l'a rempli. C'est un objectif qui est bien connu, qu'on entend souvent parler dans les médias, qui est celui du pourcentage du territoire qui est en aire protégée, là. Pour le Québec, ce que ça représente, c'est un 17 pour les territoires terrestres. Et on est dans le voisinage de ce 17 %-là. Après, quand on regarde dans le détail, en fait, on revient à cet objectif-là. Et même si on atteint le fameux 17 %, quand on regarde dans le détail, en fait, on réalise qu'on n'a pas rempli notre objectif. Parce que dans la formulation de cet objectif-là, il y avait aussi une question de représentativité et de protection des éléments les plus sensibles de la biodiversité. Et puis, quand on regarde dans le détail la distribution des aires protégées pour le Québec, en fait, on réalise qu'elles ont été placées essentiellement dans le nord, où c'était plus facile parce que le territoire est moins l'objet de développement. Et puis, dans le sud, où il y a le plus d'espèces à protéger, en fait, il n'y a à peu près pas d'aires protégées, si ce n'est quelques-unes qui sont d'initiatives plus de la société et non pas d'initiatives gouvernementales, là. On parle d'aires protégées en milieu privé. Alors, comme je disais, ces thèmes-là sont toujours d'actualité, autant à l'échelle globale que pour le Québec. Et puis, le défi de la prochaine COP, c'est de revoir ces enjeux-là. Je ne pense pas qu'on va les virer de bord fondamentalement. On va essayer de les réviser pour avoir des objectifs qui sont plus chiffrés. En matière de climat, c'est relativement facile. On parle de cibles, là, et puis il y a des quantités qui sont établies et qui deviennent des seuils de référence, là. On parle de quantités de gaz à effet de serre qui sont mesurables. Tout à l'heure, Anne-Céline faisait référence à l'imagerie satellitaire qui est utilisée pour documenter les gaz à effet de serre. Ben, on est à des années-lumière d'avoir un équivalent en matière de biodiversité. Pour toute une série de raisons, là, mais la biodiversité, c'est quelque chose qui est, c'est une réalité de la nature qui est beaucoup plus complexe qu'une mesure de ppm. Il y a énormément de dimensions à la biodiversité. Puis en plus de ça, c'est pas facile de mesurer la biodiversité, là, c'est beaucoup plus exigeant. Il y a certaines mesures qui sont accessibles là, par notamment les nouvelles technologies, mais globalement, il y a pas mal plus de dimensions. Et c'est donc aussi conséquemment plus difficile d'établir des objectifs qui sont chiffrés parce que il y a toutes ces dimensions-là pour lesquelles on devrait avoir des cibles. Au moins, on parle dans le progrès qu'il y a eu depuis les dernières années, puis je pense que la présentation de Andrew l'a bien montré, là. On parle de plus en plus de solutions basées sur la nature, de solutions gagnant-gagnantes, où on aborde plusieurs enjeux sur le même front. On parle aussi de restauration des écosystèmes, parce que dans certains territoires, en fait, les systèmes ont été dégradés il y a très longtemps, puis le déclin est moins marqué aujourd'hui, mais il y a eu un déclin marqué par le passé. Il n'y a qu'à penser à toute la Montérégie, puis le pourtour de Montréal, les basses-terres du Saint-Laurent, c'était déboisé il y a 50, 100 ans, et le déclin de la biodiversité, la perte des milieux humides de ces régions-là, c'était engrangé il y a bien longtemps. Alors au moins aujourd'hui, on parle de restauration. Et puis, pour le Québec, là, je vais essayer de faire ça vite pour laisser du temps pour le reste, là, mais pour le Québec, les enjeux diffèrent un petit peu d'autres endroits dans le monde. Il y a des enjeux qu'on a en commun, là, mais il y a quand même certains enjeux qui diffèrent puisque ailleurs dans le monde, c'est beaucoup la destruction des habitats qui est encore et toujours l'enjeu principal. Ici, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas parce qu'il y a énormément encore de pression sur le territoire par l'expansion urbaine.
Mais quand même, les changements d'utilisation des terres se font moins rapidement que ce qu'on voit à certains endroits ailleurs dans le monde. On parle plus de stresseurs qui sont liés à l'intensité et à notre présence sur le territoire, là. Il n'y a qu'à parler de surexploitation forestière, surexploitation des pêcheries. On a des enjeux associés à la cohabitation avec le secteur agricole, où il y a énormément de polluants, notamment les pesticides qui ont un impact énorme, entre autres sur insectes et insectivores. Et puis, il y a certains enjeux plus locaux associés au développement urbain, là. Il n'y a qu'à penser à des exemples bien documentés là, dans le pourtour de Montréal, là, où il y a des destructions de milieux humides qui ont un impact énorme sur certaines espèces plus ciblées. Là-dessus, je vais passer la parole. On va essayer de ne pas prendre tout le temps, puis de pouvoir revenir plus tard avec des questions. Merci beaucoup, mais merci beaucoup aussi d'avoir amené dans la discussion la question des médias et de l'attention médiatique. La question suivante n'est pas sans lien avec ça. Il faut dire aussi que la question des changements climatiques est beaucoup plus exposée, mais elle rencontre aussi beaucoup plus d'opposition. Il y a carrément un mouvement climato-sceptique dans ce monde, que certains gouvernements font partie. Il y a moins de biodiversité sceptique dans ce monde, où c'est un courant moins populaire. Je me demande qu'est-ce qui se passerait si l'exposition médiatique de la biodiversité augmenterait, s'il y aurait aussi des forces de résistance qui viennent en compte de ça. Dernière question, je vais vous saluer un peu moins de temps pour garder la place du public qui est sacrée. Comment elles se parlent, une COP et l'autre là? Elles ont été, l'ordre chronologique qui est déjà décidé, mais la COP climat, la COP 27, il y a fort à parier que la question des solutions fondées sur la nature, etc., se retrouve au centre des décisions et du texte final. Ça aura une influence sur la COP biodiversité. Et à la fin de la COP de biodiversité, on va fort probablement parler de la protection des grands puits de carbone. C'est ce qui risque d'influencer la COP 28, la suivante, pas la précédente, c'est déjà l'année passée. Donc, je passe la parole à Céline d'abord. Comment est-ce que les deux COP vont se parler? Céline, on va devoir répondre dans un peu moins de temps. Donc, disons que tu as à peu près 4 minutes. OK. Elles se parlent sans se parler, en fait. C'est ça le problème aussi, là. C'est-à-dire que je ne reviendrai pas sur tout ce que Dominique a dit et que j'appuie à 100%, mais on commence tout juste depuis 2 ans peut-être à se dire « Ah, ce serait bien de travailler les deux crises en même temps », grâce justement d'ailleurs au travail, le fameux rapport de 2019 qu'a fait l'IPBES en lien avec le GIEC. Donc, on commence à en parler. La place de la nature dans les COP climat se discute autour justement des émissions liées à la conversion des sols. On sait qu'à l'échelle mondiale, ça représente à peu près 17% des émissions globales. Et donc, de dire arrêtons de convertir inutilement les sols et protégeons les écosystèmes pour leur fonction de puits de carbone. Et justement, donc, on parle de solutions nature pour le climat. Ceci dit, avec ça arrivent aussi certains dangers et on voit qu'il y a souvent détournement du concept pour y aller sur des enjeux de compensation carbone et que pour certains, il suffirait de planter des forêts pour ne pas avoir à faire le travail d'atténuation des changements climatiques qu'ils devraient faire. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus dans des plans net zéro des entreprises, le fait qu'ils annoncent qu'ils vont planter tant de millions d'arbres, etc., un peu partout sur la planète. Et ça, c'est problématique parce que si c'est mal fait, et il y a un risque aussi d'aggraver la crise de la biodiversité, notamment à travers la plantation de monocultures, comme par exemple. Et Andrew l'a bien expliqué, c'est la diversité des espèces en forêt qui captent beaucoup plus que des monocultures, par exemple. Donc ça, c'est un élément, il faut bien le souligner. Et l'enjeu, en fait, qui est intéressant dans ces deux COP-là, c'est que le fait qu'elles soient aussi proches, en même temps, ça permet justement qu'il y ait un dialogue qui se poursuive relativement rapidement. Et le fait que la COP biodiversité se fasse à Montréal, dans une société qui est quand même très mobilisée sur les enjeux climat à la base, même si on part de beaucoup plus loin sur les enjeux biodiversité, ça n'empêche que sur le territoire québécois, il y a moult comités citoyens qui cherchent à protéger leur milieu naturel de proximité, par exemple, etc.,
Et là, tout notre travail qu'on est en train de faire depuis le fin juin, que l'annonce de l'arrivée de la COP a été annoncée, ben, c'est de mobiliser ces gens-là pour leur dire, ben, profitez du moment que représente la COP 15 pour justement dire, on veut aussi travailler sur la biodiversité et on veut des politiques publiques vraiment importantes. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais c'est ça, comme Dominique le disait, on part de très, très loin. Beaucoup de gens ne savaient même pas que les COP biodiversité existaient. Ne savent même pas ce que ça veut dire, la biodiversité. Ce n'est pas juste quand on parle d'un ours polaire ou d'un chimpanzé, c'est toutes les interactions qui s'opèrent entre les différents éléments d'un écosystème. Donc, c'est tout ça qu'il faut comme aussi amener dans l'espace public pour que les gens puissent se saisir de ce moment-là pour agir. Mais je pense que c'est ça, c'est que l'opportunité que ça se fasse à Montréal alors que ça aurait dû se faire en Chine, c'est intéressant parce qu'on a enfin l'opportunité de se mobiliser autour des enjeux de biodiversité, ce qui n'aurait pas forcément été le cas sinon. Après, c'est certain que il y a tout l'enjeu des droits humains aussi dans les deux COP qui se parlent de plus en plus. Et je vous le disais tout à l'heure, COP27, une COP sur la justice climatique, ça va être aussi un des enjeux phares de la COP 15, c'est d'intégrer la notion des droits humains à l'intérieur du cadre mondial post-2020. Tous les gros regroupements de la société civile internationale viennent à Montréal pour parler de ce, parce qu'il faut absolument, à travers la protection de la biodiversité, respecter les communautés autochtones, notamment les communautés locales, qui souvent sont les gardiennes des territoires, payent souvent des prix chers aussi de défendre ces territoires-là, et qu'une approche top-down d'imposition, par exemple, d'aires protégées par des gouvernements en criminalisant, par exemple, des peuples autochtones ou les expulsant de leur territoire traditionnel, ce n'est pas non plus la chose à faire. Donc, les enjeux de droits humains vont être au cœur aussi. Et je pense que il y a comme un narratif là qui se crée énorme. Et je finirai aussi, l'autre élément, c'est de dire, attention, c'est que les solutions à la crise climatique ne doivent pas venir aggraver la crise de la biodiversité. Si on a une approche beaucoup trop technique aussi et technologique de la crise climatique, il y a un vrai danger que ce soit le cas. On le voit au Québec, notre territoire est en train d'être envahi par les minières sous prétexte de la transition énergétique et au détriment de la protection des écosystèmes et avec un vrai risque de venir, en les détruisant, relarguer le carbone dans l'atmosphère sous prétexte d'aller chercher des matériaux stratégiques. Donc, tu sais, c'est tout ça. Tout le défi qu'on a devant nous et cet automne, c'est d'amener tout ça sur la place publique, de faire comprendre ces liens-là pour que les gens puissent après poser les bons gestes. Merci beaucoup, Anceline. Merci d'avoir ramené aussi la question des droits humains dans ce débat-là. C'était un peu l'angle mort jusqu'à ce moment. Et aussi d'avoir donné un exemple si clair dans les contextes québécois, comme la question des mines et des minéraux stratégiques en contexte d'électrification. Andrew, similarité et différence de deux cadres, et parce que tu es un bon orateur et que tu es capable de bien résumer ça, je te provoque avec une sous-question. Est-ce que ça serait possible ou est-ce que ça serait souhaitable qu'un jour les deux COP se tiennent en parallèle? C'est très souhaitable. Je pense que ça tombe un peu au hasard, un peu à cause du pandémie, en fait, qui fait bousculer tout le timing de ces COP. Mais on voit une opportunité très, très importante. On est un peu déçu avec ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, mais le COP 15 biodiversité à Montréal représente une opportunité. Je dirais que c'est une décision générationnelle. On est en train de mettre en place un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Il ne faut pas minimiser l'importance de ce moment-là. On a complètement restructuré le cadre. On a 4 objectifs, 21 voire 22 cibles. Et c'est une théorie de changement. C'est-à-dire que pour une première fois, on parle explicitement de comment on met en action toutes les activités nécessaires pour travailler sur les 22, 21 cibles. Je dirais 4 de ces cibles-là sont pertinents au changement climatique. Et c'est un peu dommage qu'on n'a pas assez renforcé
l'importance de la biodiversité pour atténuer les impacts du changement climatique. Cible 8, c'est la seule cible qui touche directement au changement climatique parmi les 21. La première phrase, oui, vous savez, 80% du texte est entre parenthèses entre moments. Seulement 20% se trouve en consensus. Donc, on a du travail à faire dans les 3 semaines à venir. Mais cible 8 parle de l'importance d'atténuer les impacts du changement climatique pour atteindre nos cibles biodiversité. Et dans une deuxième partie du texte, on parle de l'importance de travailler sur les nature-based solutions, solutions fondées sur la nature pour stocker du carbone, etc. Mais je dirais que le texte n'est pas très fort, on n'a pas de cible quantitative là-dessus. Par contre, là où je suis très optimiste, c'est que cible 3, qui est le protéger 30% par 2030, cible 2, qui est sur la restauration des écosystèmes, et cible 1, qui est sur la planification spatiale pour la restauration et la protection, ces 3-là, bien faits, bien ficelés ensemble, vont avoir un effet positif sur le climat. Donc, c'était très important qu'on voit les cibles en interaction. Quand on travaille sur une cible, il ne faut pas travailler sur une cible en silo, mais qu'un pays qui développe ses propres stratégies pour la biodiversité prendre en compte les interactions entre les gestes nécessaires pour atteindre ces cibles-là. Donc, pour moi, c'est très, très important qu'on est ambitieux sur le pourcentage de notre territoire, nos océans qu'on protège. Actuellement, à l'échelle planétaire, c'est 13% du milieu terrestre et 7% du milieu marin. Donc, il y a énormément de travail si on veut atteindre 30 par 2030. Mais je dirais que maintenant, nous avons un certain nombre de mécanismes. Justement, on a vu à Glasgow, à COP26, l'annonce d'un effort sur la déforestation, 12 milliards mis pour freiner la déforestation ici 2030. On voit le début d'une diffusion d'influence et de jeux politiques entre les deux. Ce n'est pas assez ambitieux, on est loin d'où on doit être, mais c'est important que le nouveau cadre mondial atterrit les craintes climatiques, qu'on prenne en compte de façon très sérieuse ces boucles rétroactives entre les deux crises. Et je finirai par l'importance de, en effet, refléter le fait qu'on parle de whole of society. Quand on parle de droits humains et justice, on parle d'hommes un peu touchés au terme mainstreaming, c'est-à-dire que les notions de crise de biodiversité doivent s'implanter partout, à tous les niveaux. Et je finis sur un point d'optimisme. Je vois énormément d'efforts et d'actions au niveau infranational, c'est-à-dire au niveau municipal, provincial, différentes instances d'action. Donc, même si les négociations à l'échelle internationale entre les pays dans quelques semaines s'échouent ou n'arrivent pas à un accord, on va dire, ambitieux, je pense qu'on voit un momentum déjà pour l'action pour la biodiversité où on parle de beaucoup de solutions nature et un travail sur les deux fronts en même temps. Merci beaucoup, Andrew. Je pense qu'il y aurait consensus à signaler ce même phénomène que tu viens d'évoquer, le rôle des municipalités. On le voit sur le plan de la conservation et sur le plan de lutte au changement climatique au Québec. Les nombres de projets qui sont initiés et déployés au niveau municipal il est assez impressionnant, puis c'est un élément fort positif dans l'équation. Parce que c'est une force qui vient d'un niveau d'implication citoyenne accru par rapport aux autres où l'appareil de l'État peut être plus étrangère ou plus loin du citoyen commun. Donc, c'est très intéressant. Je vais juste arrondir, c'est ce que vous avez dit dans les 3 dernières interventions. On aurait à gagner à lieu, pas seulement les 2 crises, mais les 2 instances de négociation. Et ensuite, on est sur plusieurs points de bascule et dans une dynamique de cercle vicieux. Donc, le droit à l'échec qui est extrêmement petit, sinon inexistant. Et il y a un effort
énorme de communication et d'éducation à faire. Là, je vais aller dans une des premières questions que j'ai eues de la part du public. J'en ai un dans mon deck, mais vous êtes libre de poser une autre en levant votre main. La question vient de... attendez. Non, Diego, David. David Duroy qui avait posé la question a maintenant le droit d'ouvrir son micro. Donc, s'il souhaite il peut la poser par lui-même, il peut le faire. Oui. Je peux le faire alors. En fait, ma question, c'était au niveau des défis de négociation, parce que ça reste quand même une négociation internationale, en fait. C'est quoi les défis qu'on voit au niveau de la négo? Est-ce qu'on s'imagine qu'il va y avoir un certain lobbyisme des industries comme agriculture et foresterie et minier? Puis est-ce qu'on s'imagine aussi avec des grands défis au niveau, par exemple, du financement et de la mise en œuvre, là, qui sont des enjeux aussi importants pour la COP27? Est-ce que c'est des trucs qu'on observe déjà et qu'on prédit? Je peux répondre si vous voulez, oui, tout à fait. En fait, on le sait déjà même qu'il va y avoir certains grands lobbyistes du domaine notamment des pesticides et des OGM présents dans la délégation canadienne pour la COP15. Donc, ça vous donne une idée. Dans les COP climat, la cooptation vient du milieu effectivement des énergies fossiles. Dans les COP biodiversité, la cooptation vient de l'agribusiness. Ça, c'est certain. Donc, on est face à un même type de problématique là. Puis, au niveau de la finance, oui, un des grands enjeux aussi de négociation lors de la COP15, ça va être d'associer des mécanismes de financement pour venir mettre en œuvre le cadre mondial. C'est un peu le même principe que pour justement la COP climat, c'est de reconnaître aussi que certains pays ont des responsabilités beaucoup plus grandes et différenciées par rapport à d'autres et que face à ces responsabilités-là, ils doivent en faire plus. Il y a aussi l'idée de dire, souvent, l'extraction notamment des ressources qui ont des impacts sur les écosystèmes sont dues à une économie mondialisée où on va extraire dans certains pays pour produire dans d'autres et vendre encore ailleurs. Donc, la destruction des écosystèmes, c'est aussi à cause d'une économie mondialisée, et c'est fondamentalement à la remise en cause de ce paradigme-là aussi que nous invitent l'IPBES et le GIEC d'ailleurs dans leurs 2 derniers grands rapports. C'est pour ça aussi qu'on parle des causes sous-jacentes à la crise de la biodiversité de plus en plus, qui sont les mêmes que celles pour la crise climatique. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que Dominique, Andrew, vous avez quelque chose à dire sur les risques de greenwashing et de lobbyisme dans les COP, qui a déjà été bien illustré dans le cas de la COP27, mais est-ce que la même chose pourrait se produire à Montréal? Moi, je pense qu'Anne-Céline a bien répondu. Pour moi, en fait, il y a une autre dimension à laquelle ça se révèle, c'est-à-dire que le positionnement de certains pays par rapport à je sais pas, une cible ambitieuse comme 30% par 2030, je note que le 30, c'est entre parenthèses, donc il n'y a pas d'accord sur ce chiffre-là. Justement, il y a une question d'inégalité entre les pays en termes de qui est responsable pour ces 30%-là. Parce que on parle de 30% à l'échelle mondiale. Bien évidemment, chaque pays peut décider dans ses propres NBSAP, comme on dit, National Biodiversity Strategy and Action Plan, quel pourcentage il souhaite atteindre. Mais certains pays comme le Brésil, notamment, repoussent très fort contre ce genre de cible ambitieux parce que ils disent c'est à nous d'exploiter nos écosystèmes, nos terrains. On a une production agricole à entretenir ou une exploitation minière. Pourquoi nous, on devons payer pour, alors que vous avez, en hémisphère nord, vous avez eu votre temps d'exploiter vos écosystèmes. Donc, c'est sûr que c'est là le nerf de la guerre pour moi, en tout cas pour le cible 3, et c'est alimenté par le lobbying, un lobby d'une industrie énorme liée à bien évidemment l'agriculture, qui est un enjeu extrêmement important pour un résultat ambitieux du cadre mondial pour la biodiversité. Juste un complément d'information à ce que tu viens de dire sur le Brésil, Andrew. Et c'est peut-être pour qu'on soit un peu moins stressé. Le Brésil vient de changer de président et de
d'orientation politique. Rappelons-nous que la vitesse de déforestation de l'Amazonie était extrêmement plus basse sous les gouvernements précédents que sous le gouvernement de Bolsonaro. Oui, donc peut-être qu'il y aurait un peu plus d'ouverture de conservation de l'Amazonie en cette époque-là, même si le président Lula... Et à savoir que la forêt amazonienne est sur le point de basculement, de passer de puits de carbone à source de carbone. Et c'est parce qu'on continue à dégrader, fragmenter, détruire cette immense forêt qu'on se trouve dans une situation où carrément un des deux poumons de notre planète est en train de devenir une vraie source de carbone. Exactement. On les voyait dans les illustrations qu'on a partagées sur l'écran. Ouais. Puis si on peut illustrer aussi par un autre poumon, justement, qui est celui de la forêt de la République démocratique du Congo, qui est en danger présentement parce que, justement, faute de financement adéquat des pays riches qui avaient annoncé financer la protection des grandes forêts à l'échelle mondiale, faute que l'argent soit réellement arrivé, là, le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de dire, ben, vous ne nous avez pas donné l'argent, nous, on a besoin de développer notre économie, est en train d'ouvrir la forêt à l'industrie pétrolière et gazière. Donc, vous voyez là, encore une fois, le lien aussi entre les deux. Là. Merci, Anceline. Je vais prendre une dernière question. On arrive sur l'heure, mais celle-ci, je pense qu'elle est quand même assez simple à répondre. Est-ce qu'il existe un répertoire des solutions nature pour les climats qui sont plus adaptés au sud du Québec? C'est une question que j'avais vue dans les chats d'Alexandre Warden, oui, des conseillers à la ville de Laval. Précision sur la question, est-ce qu'il existe un répertoire, je veux dire, public est-ce qu'il y a des solutions nature qui sont plus adaptées au sud du Québec? Oui. Du sud du Québec. Je ne veux pas trop parler, mais oui, justement, on travaille actuellement sur les méthodes les approches pour restaurer, protéger les écosystèmes, surtout d'une région comme le Basse-Terre du Saint-Laurent est fortement transformée pour l'agriculture et nos grandes villes. On travaille souvent à la marge. Il y a très peu d'air protégé dans ce milieu-là et on parle d'un reboisement sur les marges des champs, les coulées agricoles justement ou les bornes riveraines. Mais on voit quand même une augmentation importante de l'ambition au niveau municipal en termes de protection de milieux humides. On a une loi pour le milieu humide. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a réflexion à faire sur une approche que je dis paysage. On parle beaucoup d'une approche paysage multifonctionnelle où on restaure et on protège à la fois pour la biodiversité, pour la carbone, pour la résilience aux imprévus de notre climat et changement de l'état de nos écosystèmes. Donc, la réponse est oui. On a publié il n'y a pas très longtemps un plan sud pour la biodiversité pour Québec. Et là-dedans, on parle justement de différentes approches NBS, ou solutions de nature pour le sud du Québec. Oui, ben, j'ajouterais que la SNAP et Nature Québec mènent aussi actuellement un projet sur 3 ans qui s'appelle En mode solution nature, où dans ce cadre-là, on a un projet, en fait, on mène 10 projets pilotes répartis sur les territoires du Québec pour l'implantation de solutions nature. Et justement, on est en train de voir quel type de solution implanter, sur quel territoire, avec quels moyens. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les solutions nature, et juste dire aussi qu'on a sur le site web du projet, on a un catalogue d'exemples de solutions nature, même si ça ne portait pas le nom quand elles ont été mises en place. C'est la mise en œuvre, par exemple, la forestation de bandes riveraines ou les cultures de couverture ou justement la protection de certaines forêts, etc., fait partie de ça. Mais les solutions nature, ce n'est pas juste l'action en tant que telle, c'est la manière de l'implanter. Le concept de solution nature, c'est aussi la manière de travailler l'implantation de ces solutions nature-là en concertation avec le milieu local. Et c'est là aussi où faut faire attention, c'est-à-dire que c'est important d'impliquer les gens du milieu. C'est eux qui connaissent leur territoire, c'est
puis c'est eux qui vivent au quotidien, les différentes problématiques, les différentes interactions. Et implanter une solution nature, c'est aussi travailler étroitement avec notamment les agriculteurs, avec les associations forestières, parce qu'on intervient en territoire public et privé. Donc, c'est aussi ça qu'il faut retenir. Là. La solution nature, ce n'est pas la solution juste en tant que telle, c'est la manière de l'implanter également. Merci de rappel, Anne-Céline. On est sur l'heure. On a dépassé de 2 minutes. Je remercie énormément au public d'avoir été avec nous, aux participants, au dialogue pour le climat, d'avoir organisé ça. C'est vraiment un espace qui permet de nous éduquer, de nous mobiliser. Ça grandit année après année et on confirmera l'étendue de nos efforts dans ce qui se passera dans 2 semaines ici à Montréal. Restons vigilants, restons actifs, restons ambitieux. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées ici, puis je nous invite tous à être la courroie de transmission de ce que nous avons appris vers d'autres espaces de discussion. Merci infiniment à tout le monde. Il y a un sondage qui suit la fermeture du webinaire. Je vous invite à le remplir aussi pour pouvoir nous améliorer. Merci beaucoup. Je vous inviterai aussi à suivre ce qui va se passer dans le cadre de la COP15 sur le site internet collectif cop15.org. Puis sachez que nous organisons une grande marche pour la protection de la biodiversité et des droits humains le 10 décembre et on sera heureux que vous soyez tous et toutes là. Merci infiniment. Donc, bonjour la neige à tout le monde. Merci. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour les dialogues et le climatoscope. Là, ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous quatre d'avoir été présents puis au plaisir de se reparler et de recollaborer peut-être dans une prochaine édition. Merci beaucoup, vraiment. Merci Jennifer. Merci, Jennifer. Bonne journée. Merci. Bonjour. Diego. Bye. Merci.